Donc moi, je suis Marie-Laure Grégoire, je suis directrice de recherche au FNRS et j'ai une formation d'ingénieur civil physicien. Et donc je vais vous montrer comment on peut étudier les océans avec des concepts physiques et des concepts mathématiques également. Donc le thème général de la présentation, c'est océans et réchauffement climatique. Donc de quoi va-t-on parler ? On va parler de ce qu'est le réchauffement climatique, ce qu'on sait avec certitude et ce qu'on sait moins, le rôle de l'océan dans le réchauffement climatique, dans la médiation du réchauffement climatique et l'impact du réchauffement climatique sur les océans. Alors, on va commencer avec une question de base. Qu'est-ce que l'effet de serre ? On va essayer de rappeler ça et de définir ça de manière définitive. J'espère que tout le monde sait ça en réto. Alors, il y a 3 propositions. Réchauffement de l'atmosphère par le piégeage de la chaleur réémise par la Terre. Est-ce que c'est l'absorption des rayons solaires à la surface de la Terre ou est-ce que c'est le renvoi vers l'espace du rayonnement solaire reçu ? Alors, allez-y, vous pouvez voter. Allez, allez. Il reste 10. Allez, c'est bien. Oui, c'est bon. 3. Il en reste 3 qui n'ont pas voté. On est obligé d'attendre ? Non ? Je peux aller alors ? Je peux aller ? Oui ? Enter ? Ok, super, bien. Donc l'effet de serre, c'est le réchauffement de l'atmosphère par le piégeage de la chaleur émise par la Terre. Parfait, 74%. Super. On va quand même rappeler brièvement ce qu'est l'effet de serre. Donc, je passe sur l'autre diaporama. Ok. Donc, qu'est-ce que l'effet de serre ? S'il n'y avait pas d'atmosphère terrestre, c'est-à-dire si on n'avait pas cette couche de gaz qui entoure la Terre, qu'est-ce qui se passerait ? Alors en jaune, vous avez les rayonnements du Soleil qui arriveraient sur la Terre, qui réchaufferaient en partie celle-ci et qui seraient réémis, c'est le rayonnement rouge, qui serait réémis vers l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait des couleurs différentes ? C'est parce qu'en fait, les longueurs d'onde à laquelle le rayonnement solaire est reçu et les longueurs d'onde à laquelle il est réémis par la Terre ne sont pas les mêmes. La Terre réémit dans l'infrarouge et le rayonnement solaire va jusque l'infrarouge. Donc voilà, s'il n'y avait pas d'effet de serre, voilà ce qui se passerait. Tout serait pratiquement réémis, s'échapperait vers l'espace et donc la température à la surface de la Terre serait de l'ordre de moins 18 degrés. On n'aurait pas d'eau liquide, on aurait de la glace. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a de l'atmosphère, notre Terre est entourée d'une couche de gaz, on va en parler par la suite, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère, et cette atmosphère elle joue le rôle de vitre, si vous voulez, dans le sens où elle va piéger une partie du rayonnement qui est réémis par la Terre. Elle va le piéger, et elle va faire donc en sorte qu'il y a une sorte de bouclier, et donc que la température à la surface de la Terre n'est pas de moins 18, mais est en moyenne de 15 degrés. Donc l'effet de serre, en réalité, c'est un phénomène à la base qui est naturel, qui est indispensable à l'émergence de la vie sur Terre, d'accord ? Parce qu'il fait en sorte que la température de l'atmosphère soit une bonne température pour le développement de la vie, pour avoir de l'eau liquide, etc. Mais on va voir que l'homme a un impact sur cet effet de serre par la suite. Donc l'effet de serre est important, c'est un phénomène naturel qui est dû à la présence de l'atmosphère. Et ça rend notre Terre habitable. Donc, somme toute, c'est quelque chose de positif. Question suivante. Quels sont donc les gaz à effet de serre, c'est-à-dire quels sont les gaz qui vont absorber ce rayonnement infrarouge ? D'accord ? Alors, est-ce que c'est l'oxygène et l'azote ? Est-ce que c'est l'argon, le néon, l'hélium ? Ou est-ce que c'est la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote et le méthane ? Allez-y. Allez, vous devez savoir ça aussi, hein ?
Même si vous ne les connaissez pas tous, il y en a, vous devez vous dire, ah oui, ça c'est effet de serre. Hein. OK. Tout le monde a presque voté? Et donc, résultat, ah, magnifique aussi, très bien, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, protoxyde d'azote et méthane. Ce sont bien les gaz à effet de serre, c'est-à-dire que ce sont bien les gaz qui vont absorber le rayonnement infrarouge. Il y en a qui se sont trompés, c'est ça qui est drôle. OK. Donc, si on regarde la composition de l'atmosphère, donc avant on parlait de l'effet de serre et donc des gaz qui font en sorte qu'il y a de l'effet de serre, on va s'intéresser à la composition de l'atmosphère. Donc, quels sont les gaz qu'on trouve dans l'atmosphère? L'azote, 78% sous forme d'azote moléculaire N2. On trouve aussi de l'oxygène, 21%, et on va voir pourquoi. Et puis, il reste 1%. 1% de gaz. 1%, ce n'est pas beaucoup, finalement, c'est juste quelques millièmes de ce qu'on a, moins d'1%, même de ce que représentent les autres gaz. Et c'est dans ce pourcent qu'on va trouver les fameux gaz à l'effet de serre. Donc, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont un impact majeur sur le climat. C'est eux qui sont capables de changer notre climat. Donc, quels sont les gaz à effet de serre? Eh bien, donc, vous l'avez bien dit, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote. Donc, ces gaz, tous les gaz qui composent l'atmosphère sont des gaz en fait qui au départ ont une origine naturelle. Ils sont dus soit au volcanisme, ils sont dus soit à l'activité biologique, ou ils sont dus à des dégradations d'éléments, d'isotopes, etc. Donc ils sont là, ils ont une origine naturelle. Mais l'intervention de l'homme va faire en sorte que la quantité de gaz va être modifiée. Donc au départ, ces gaz sont bons. Alors, question suivante. OK. Qu'est-ce que le réchauffement anthropique? Donc la question ici est de savoir si vous savez finalement ce que veut dire anthropique. Est-ce que c'est le réchauffement dû à l'activité humaine? Est-ce que c'est le réchauffement dû au volcanisme? Ou est-ce que c'est le réchauffement qui est dû à une modification de l'excentricité de l'orbite terrestre, c'est-à-dire la forme de l'orbite décrite par la Terre lorsqu'elle tourne autour du Soleil? Ça aussi peut changer le climat, d'accord? Mais ici, je vous demande, qu'est-ce que le réchauffement anthropique? Allez, allez. Anthropos, pour ceux qui ont fait du grec, qu'est-ce que c'est? On dit qu'on est dans l'anthropocène aussi. Anthropique. OK, tout le monde a voté? Très bien. C'est le réchauffement qui est dû à l'activité humaine. Bravo. Donc l'homme peut conduire à l'activité de l'homme va réchauffer la Terre. Comment est-ce que ça se fait? OK. Comment se fait-il que l'homme a pu modifier le climat? Comment est-ce que l'homme a pu réchauffer l'atmosphère terrestre? L'homme a pu réchauffer l'atmosphère terrestre parce qu'il a modifié la composition de l'atmosphère. Et il a en particulier modifié la composition en gaz à effet de serre. Ça, on en est certain. Il y a une modification de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre qui est due à l'homme. Et cette modification s'est faite à une vitesse sans précédent. C'est ça aussi qui est très important. Parce que ce qu'on a déjà observé au cours des temps géologiques, c'est que la composition de l'atmosphère se modifie due à des phénomènes naturels, au volcanisme, etc. Mais ici, c'est une modification qui est due à l'homme et c'est une modification rapide. Alors, si vous voulez avoir une idée de la rapidité de cette modification, ici à droite, qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté l'évolution de la quantité de gaz à effet de serre, c'est-à-dire, ici en rouge, vous avez le protoxyde d'azote, en orange, vous avez le méthane, et en vert, vous avez le dioxyde de carbone. Et vous voyez l'évolution de la concentration de ces gaz entre 1750, c'est-à-dire l'époque pré-industrielle, et
maintenant, donc, dans les années 2000. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez qu'à partir de 1850, la quantité de ce gaz a augmenté de manière quasi exponentielle. C'est dû à quoi? C'est dû à la révolution industrielle, c'est dû à l'utilisation de l'énergie fossile par l'homme. D'accord? Une grosse partie de notre énergie vient de la combustion des énergies fossiles et ceci a pour effet d'augmenter la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'accord? Donc ça, on en est certain, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a augmenté comme ça depuis la période pré-industrielle. Alors maintenant, on arrive plus sur des concepts océans. On a fait l'introduction sur le climat, pourquoi le climat se réchauffe, quel est le rôle de l'homme dans le réchauffement du climat. Maintenant, on arrive, quel est le rôle de l'océan dans tout ce système climatique? Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le couple océan-atmosphère sont indissociables depuis toujours. Vous allez le voir. Ce sont deux systèmes énormes qui échangent des gaz, qui échangent de l'énergie, qui sont fortement couplés. Et là, on va encore le voir. Donc, quel est le rôle de l'océan dans tout ça? Que va faire l'océan dans ce changement climatique? Alors, suggestion. L'océan capte le diazote atmosphérique, il absorbe la chaleur anthropique et le dioxyde de carbone, ou il émet de l'oxygène vers l'atmosphère. Quel est le rôle de l'océan dans la régulation du climat? D'accord? C'est ça la question. Dans la régulation du climat. Comment va agir l'océan pour réguler le climat? C'est-à-dire pour, si vous voulez, essayer de moduler les changements qui sont dus à l'homme, moduler ce réchauffement dû aux gaz à effet de serre. Alors, à votre avis, comment va-t-il agir là-dessus? Comment peut-il agir? Allez, allez. Est-ce que vous savez? Non. Il émet de l'oxygène vers l'atmosphère, c'est pas ça le rôle qu'il va faire, qui va moduler le climat. C'est le 2. Il va absorber la chaleur anthropique, c'est-à-dire la chaleur qui est due à l'homme, l'excès de chaleur qui est dû à l'homme, et il va capter le dioxyde de carbone. Alors, voilà. L'océan absorbe une grosse partie du dioxyde de carbone qui est émis par l'homme dans l'atmosphère. D'accord? Ici, vous avez la répartition de l'absorption du dioxyde de carbone par les différents réservoirs terrestres. Vous avez à la fois donc la biosphère terrestre qui est en vert, qui va absorber plus ou moins 30% du dioxyde de carbone par la photosynthèse essentiellement. Vous avez l'océan qui va absorber 27% du dioxyde de carbone, d'accord? Et vous allez avoir l'atmosphère finalement qui va garder ce qui reste et qui va donc du coup se réchauffer. Ok? Donc en tout, si on veut chiffrer quelle est la quantité de dioxyde de carbone que l'océan a absorbé depuis l'ère industrielle, ou depuis 1750, on voit qu'il a absorbé 155 milliards de tonnes de carbone. D'accord? Donc c'est énorme. Il faut savoir que l'homme, chaque année, émet environ 10 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. D'accord? Et des 10 milliards de tonnes de carbone, l'océan va en absorber plus ou moins un quart, un tiers. D'accord? Et donc, grâce à ça, puisqu'il absorbe le dioxyde de carbone, l'effet de serre va être réduit. C'est un des premiers rôles. L'océan absorbe le dioxyde de carbone. Maintenant, deuxième question, comment l'océan absorbe-t-il le dioxyde de carbone? Comment fait-il? Deux mécanismes. Ce qu'on appelle le pompage physique. Vous allez voir, c'est un pompage qui est dû à des processus physiques. Et le pompage biologique, c'est un pompage qui est dû aux organismes biologiques. Alors, la pompe physique, c'est celle qui est représentée ici. Elle est due à quoi, la pompe physique? Elle est simplement due au fait que vous avez un liquide, l'océan, qui est à l'équilibre avec un gaz, l'atmosphère, et que vous avez dans ce liquide et dans ce gaz du dioxyde de carbone. Il va y avoir un équilibre qui va s'établir, vous avez dû le voir dans vos cours de physique. Vous allez avoir une partie du CO2 qui va passer de l'atmosphère vers l'océan jusqu'à ce que vous arriviez à saturation. Vous avez probablement dû voir la loi d'Henry
qui va définir le niveau de saturation d'une masse d'eau qui est surmontée par un gaz. D'accord? Donc, une partie du CO2 de l'atmosphère va passer dans l'eau, dans l'océan. Donc, on va retrouver dans les eaux de surface du CO2, du dioxyde de carbone dissous. Qu'est-ce qui va devenir là, le dioxyde de carbone? Une partie du dioxyde de carbone va être transportée par les processus physiques vers le fond des océans. Donc, vous avez des mécanismes de formation d'eau dense dans les océans. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des eaux qui deviennent très lourdes parce qu'elles se refroidissent, par exemple, et elles tombent dans le fond des océans. Elles plongent. En plongeant dans le fond des océans, elles vont emporter avec elles une grosse partie du dioxyde de carbone qui, du coup, ne sera pas relargué vers l'atmosphère, mais se retrouvera dans le fond de l'océan pour des grandes périodes de temps. C'est la pompe physique, c'est la pompe la plus importante. C'est la pompe grâce à laquelle l'océan absorbe du CO2, plus importante que la photosynthèse. Deuxième pompe, c'est la pompe donc biologique. Donc le dioxyde de carbone passe dans l'eau, d'accord, on l'a vu, il se dissout, et là il est utilisé par le phytoplancton. Le phytoplancton qui fait la photosynthèse, qui absorbe le dioxyde de carbone. Vous avez en rouge l'équation de la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire celle qui produit de l'oxygène. Qu'est-ce que c'est? C'est une transformation du CO2 en matière organique. D'accord? C'est la photosynthèse. Et donc, le CO2 est transformé en matière organique. Et là, ça va contribuer quelque part aussi à piéger le CO2, parce que cette matière organique, qu'est-ce qu'elle va faire? Étant donné qu'elle est plus lourde que l'eau, elle va aussi plonger. Et donc, elle ne se retrouve plus en surface. Et si elle n'est plus en surface, vous n'avez plus un relargage vers l'atmosphère du CO2. D'accord? Donc, ce sont vraiment les mouvements verticaux qui font en sorte que le CO2 de l'atmosphère, qui passe dans l'océan, se retrouve dans le fond de l'océan. D'accord? Pour certaines périodes de temps. Ce sont les deux pompes. La pompe physique, qui ne demande pas l'intervention des organismes biologiques, et la pompe biologique, qui se fait par la photosynthèse. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de l'autre rôle de l'océan. On a vu qu'il absorbait le CO2 et il absorbe aussi la chaleur. Et l'océan absorbe beaucoup de chaleur directement. Il y a beaucoup de chaleur qui va passer dans l'océan. Pourquoi? Question suivante. Donc, depuis environ 40 ans, l'océan a absorbé plus de 90 fois plus de chaleur anthropique, donc la chaleur qui est due à l'homme, que l'atmosphère. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'océan a une masse et une capacité thermique supérieure à celle de l'océan. La capacité thermique, c'est la capacité à absorber de la chaleur. D'accord? Parce que l'océan reçoit plus d'énergie solaire ou parce que les masses d'eau se déplacent plus vite dans l'océan que dans l'atmosphère, que le mouvement de l'atmosphère. À votre avis, pourquoi est-ce que l'océan absorbe aussi bien la chaleur? OK? Super. Parce que l'océan a une masse et une capacité thermique supérieure à celle de l'atmosphère. Exact. Alors, voilà. Ça veut dire quoi? L'océan a une masse 300 fois plus importante que celle de l'atmosphère. Et il a une capacité thermique 4 fois plus grande. Ça veut dire quoi, une capacité thermique? Ça veut dire qu'il se réchauffera moins vite que l'atmosphère. Donc ça veut dire que vous devez lui donner plus d'énergie pour que sa température augmente. Et donc il a une inertie plus grande, et donc il absorbe plus de chaleur avant de se réchauffer. D'accord? Et donc, ça mis l'un dans l'autre, ça veut dire que l'océan peut absorber un pouvoir d'absorption 1200 fois plus grand que l'atmosphère. Et donc, si vous regardez la répartition de l'absorption de chaleur dans les différents réservoirs terrestres,
vous avez l'océan 93%, l'atmosphère 1%, le continent 3%, et la glace, ce qui va entraîner la fonte des glaces, 3%. Donc l'océan, là, a un rôle énorme. S'il n'y avait pas eu d'océan, la température serait beaucoup plus élevée que ce qui est pour le moment. OK. Alors, les perturbations du système climatique, donc c'est océan, atmosphère, sont-elles sans équivoque? Est-ce qu'on est certain que le système climatique est perturbé pour le moment? Vrai ou faux? OK. Allez, les derniers. C'est bon? Vrai. Ah, il y a quand même des climato-sceptiques dans la salle. 35% qui disent faux. OK. Bon. Alors oui, les perturbations du système climatique sont sans équivoque. Donc on le sait. Qu'est-ce que c'est les perturbations? On va parler ici de l'océan, réchauffement des eaux. On va voir de combien? Montée du niveau des mers, acidification et désoxygénation de l'océan. D'accord? Alors, que sait-on? On sait que l'océan se réchauffe. L'océan s'est plus ou moins réchauffé depuis 1900 entre 0,6 et 0,8 degrés. Alors, on le sait, ici, vous avez une représentation des résultats, je ne vais pas entrer trop dans les détails, des modèles mathématiques, donc qui représentent l'océan, sur les 150 dernières années. Et que voit-on? On voit que si on regarde la différence de température entre actuelle, en moyenne, et celle qu'on avait en 1900, on a une augmentation de 0,6 à 0,8 degrés. Le niveau de l'océan s'est élevé de 19 cm entre 1910 et 2010. Et là, ici, est représenté le niveau moyen de la mer. OK? C'est le niveau moyen de la mer en millimètres entre 1900 et 2000. Et on voit qu'il s'est élevé de 19 cm. OK? Ça, on en est certain. Alors, pourquoi maintenant le niveau de la mer monte-t-il? Donc pourquoi le niveau de la mer monte-t-il? Est-ce que c'est la fonte de la banquise? Est-ce que c'est l'augmentation des précipitations? Ou est-ce que c'est l'expansion thermique, c'est-à-dire le fait que de l'eau chaude va se dilater, va augmenter son volume, et la fonte des calottes glaciaires et des glaciers de montagne, donc la fonte des glaces sur le continent? Qu'est-ce qui va faire augmenter le niveau de la mer? Allez-y. C'est bon? OK. Waouh, très bien. Expansion thermique et fonte des calottes glaciaires. Donc votre culture générale sur le changement climatique est assez bonne. Bravo. Donc oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est la fonte de la glace sur le continent qui va augmenter le niveau des océans. Alors ça, on en est absolument certain, surtout depuis l'arrivée des satellites. On va en parler après. Les satellites vous permettent de surveiller l'étendue des glaces de mer de manière de plus en plus précise, aussi bien l'étendue même que l'épaisseur. Vous avez des observations de plus en plus précises. Ici, on vous a représenté la banquise en Arctique qui a perdu la moitié de sa surface en été. Donc ce sont des phénomènes qui vous montrent l'évolution de la surface recouverte par la glace. Alors, comment obtient-on maintenant des informations sur les océans? Comment sait-on tout ça? Il y a à la fois les observations en mer, les observations depuis l'espace et la modélisation.
Les observations depuis l'espace, je ne sais pas si vous savez, mais l'Europe a lancé un immense programme de surveillance de la Terre en utilisant des satellites. Ce sont les satellites Sentinelle. Il y en a un qui va être lancé cette année, vous allez peut-être en entendre parler. D'accord? Les satellites sont représentés ici, différents types de satellites. Ce n'est pas uniquement pour l'océan, c'est aussi pour la biosphère terrestre, c'est pour toute une série, c'est pour en fait l'environnement terrestre dans sa globalité, mais il y a des satellites qui seront dédiés à observer l'océan, particulièrement. Donc l'Europe est vraiment axée, a vraiment investi des moyens pour surveiller les océans. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau des satellites qui observent l'océan? Quelles sont les grandeurs que vous pouvez mesurer par satellite? Vous avez la température de surface, le niveau de la mer, vous pouvez le mesurer avec une très grande précision, l'étendue de la couverture de glace et aussi les blooms, les floraisons du plancton dans l'eau. C'est aussi quelque chose que vous pouvez déterminer et étudier par les satellites. Alors voici un exemple de carte qui vous montre la distribution de la température mondiale obtenue par télédétection. Donc vous voyez les différents continents et vous voyez évidemment la température varie en gros entre moins 2 degrés et une trentaine de degrés. À l'équateur, vous avez les zones les plus chaudes et dans les pôles, vous avez les zones les plus froides. Donc cette couverture globale de la température, c'est donné par les satellites. Et vous avez des informations maintenant de plus en plus fréquentes au niveau de la température de l'océan, à l'échelle de la journée. D'accord? Donc ça, c'est une mine d'informations énorme quand vous voulez déterminer comment varie la température de l'eau. Et pas uniquement. Vous voyez apparaître des structures, les courants, etc. Vous avez ici aussi la chlorophylle de surface. Donc, par exemple, là, vous avez à gauche, on vous montre la détection par satellite d'un bloom, donc d'une floraison de plancton. On sait les voir depuis l'espace, on sait les surveiller. D'accord? Qu'est-ce que vous savez aussi faire? Vous voyez aussi les zones de productivité, donc les zones en vert, orange, ici à droite. C'est une photo qui est donnée par un capteur qui a été lancé par la NASA, ici, vous donne les zones les plus productives. D'accord? Les zones où il y aura plus de chlorophylle, si vous voulez. Et vous avez aussi une estimation pour la biosphère terrestre en même temps que pour les océans, évidemment. Vous pouvez aussi, grâce aux observations satellitaires, reconstruire les courants. Donc, voir le déplacement des masses d'eau. Et donc là, vous avez la reconstruction des courants à l'échelle du globe. C'est aussi possible de faire ça grâce à l'observation satellitaire. À côté de ça, de tous les satellites, vous avez tous les robots en mer. Donc maintenant, depuis 10 ans, vous avez eu une révolution au niveau des systèmes d'observation de l'océan. Vous avez des systèmes d'observation, des bouées par exemple, comme vous voyez ici à gauche. Ce sont des profileurs, des flotteurs profileurs. Donc ce sont des bouées qui changent leur flottabilité, qui plongent à 2000 mètres, qui remontent vers la surface et qui prennent toute une série d'observations. Quand elles remontent à la surface, elles communiquent par satellite et elles envoient leurs informations au sol. Donc grâce à ça, vous savez vraiment surveiller les océans de mieux en mieux. Et ça, c'est vraiment une révolution qui a lieu depuis environ une dizaine d'années. Donc on connaît de mieux en mieux les océans grâce à tous ces systèmes autonomes. Vous avez aussi des sortes de drones sous-marins que vous savez piloter depuis la côte et qui vont aussi obtenir des données avec, tous les 500 mètres au niveau des variables de l'océan, donc température, salinité de l'eau, chlorophylle, nutriments, donc nitrates, etc. D'accord? Donc de plus en plus de données et donc de plus en plus de besoin d'analyser ces données en utilisant les outils, par exemple, de l'intelligence artificielle. Alors, à côté des données, vous avez les modèles. Vous avez les modèles, et donc dans les modèles, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez représenter à l'aide de mathématiques, je ne vais pas entrer trop dans les détails, vous allez représenter à l'aide des mathématiques ce qui se passe dans l'océan, toute une série d'équations. Et donc, au lieu de la Terre qu'on a là-bas, vous avez ce qu'on appelle la Terre numérique, c'est-à-dire une Terre qui est vue par les équations. C'est quoi les équations qu'on utilise pour décrire le mouvement de l'océan? En fait, ce sont les équations que vous avez vues en physique, ce sont les lois de la physique. Donc les lois de la physique s'appliquent aussi à l'océan pour décrire les mouvements de l'océan. Donc par exemple, la loi de Newton, vous avez vu la loi de Newton, la deuxième loi de Newton, qui vous dit force
la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, eh bien c'est cette loi-là que vous appliquez pour étudier le mouvement des océans. Et vous faites vos modèles mathématiques à partir de ça. C'est l'analogue des modèles météo. On arrive à prédire de plus en plus de choses dans l'océan, comme on fait en météorologie. Vous avez d'ailleurs des sites où vous pouvez avoir ce qu'on appelle la météo des océans, c'est-à-dire avoir en temps réel les courants, la température, la salinité. Pourquoi fait-on ça? Alors on fait ça, par exemple, pour prédire les routes de navigation, pour prédire les endroits où on va avoir les bancs de poissons, pour faciliter le travail des pêcheurs. On fait ça aussi pour gérer toute la zone côtière. On sait qu'en zone côtière, vous l'avez vu avec Krishna et Sylvie, vous avez toute une série de pollutions. Et donc, on essaye aussi de savoir comment gérer ces pollutions. Où vont aller les polluants? Où vont-ils s'accumuler? Dans quelle zone on peut avoir l'aquaculture? D'accord? Dans quelle zone on peut construire des éoliennes en mer? Quel sera l'impact sur l'écosystème? OK? Donc, c'est tout ça qui est connecté. Alors, question. Il y a environ 3 milliards d'années, un peu moins, le développement d'une vie animale évoluée sur Terre a été permis grâce à l'enrichissement en oxygène de l'atmosphère par les océans, la diminution de la salinité des eaux, l'apparition de méthane dans l'atmosphère produit par les bactéries océaniques. À votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un bouleversement énorme de la vie dans les océans et de la vie sur Terre en même temps? Allez-y. C'est bon? Les derniers? OK. L'apparition de méthane dans l'atmosphère produite par les bactéries océaniques. Non, c'est l'enrichissement en oxygène de l'atmosphère par les océans, bien sûr. Alors, pourquoi? Explication. Avant, les océans étaient complètement anoxiques, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'oxygène. Il n'y avait pas d'oxygène, d'accord? Donc tout est ni dans l'atmosphère, il n'y en avait nulle part. Donc, qu'est-ce que vous aviez comme forme de vie dans les océans? Vous aviez des organismes unicellulaires très simples qui faisaient faisaient pas encore la photosynthèse oxygénée et qui utilisaient, par exemple, l'hydrogène pour former de la matière organique, de l'hydrogène, du sulfite, du fer, qui venaient d'où? Qui venaient des sources dans le fond d'océan, les sources géothermales, d'accord? Qui ramènent sur le fond des océans toute une série d'éléments comme l'hydrogène, le sulfide, etc., que ces bactéries étaient capables d'utiliser pour former leur matière organique. OK? Mais il n'y avait pas de production d'oxygène. Vous aviez tout qui était anoxique. Pas d'oxygène du tout. Donc, vous aviez juste comme forme une forme de vie qui était extrêmement simple, c'était les archées, donc il n'y avait pas de vie évoluée dans l'océan. Ensuite, progressivement, les bactéries ont évolué, et alors les bactéries sont devenues capables de faire la photosynthèse oxygénée. Donc c'est cette fameuse photosynthèse qui crée de l'oxygène. Comment fait-on? Ça veut dire que le CO2, au lieu d'utiliser ces organismes-là, lorsqu'elles réduisaient le CO2, au lieu d'utiliser l'hydrogène, le sulfide ou le fer, qu'est-ce qu'elles utilisaient? Elles utilisaient l'eau. Elles étaient capables, elles avaient les enzymes, avec l'évolution, capables d'utiliser l'eau. Et une fois qu'elles ont été capables d'utiliser l'eau, elles ont produit de l'oxygène. Et donc l'océan a commencé à s'oxygéner petit à petit. D'abord en surface, et puis alors progressivement en profondeur. L'océan s'est oxygéné. Au départ, l'apparition d'oxygène a tué tous les organismes qui n'étaient pas habitués à l'oxygène. Il faut savoir que l'oxygène est toxique pour certains organismes, les organismes anaérobiques. Mais d'un autre côté, ça a permis l'émergence d'une autre forme de vie, la vie qu'on connaît pour l'instant. Et donc l'oxygène a augmenté dans l'océan, puis à un moment donné, il y avait trop d'oxygène dans l'océan, parce que l'oxygène, la solubilité de l'oxygène dans l'océan est faible, et l'oxygène est passé dans l'atmosphère. Et donc l'atmosphère s'est aussi enrichie en oxygène
jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre l'océan, le couple océan-atmosphère. D'accord? Donc l'océan est devenu sursaturé. La sursaturation a amené à l'oxygénation de l'atmosphère. Et ça, c'était très important. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous donnez de l'oxygène à l'atmosphère, vous allez permettre l'émergence d'une autre forme de vie, mais aussi, vous allez permettre la création d'une couche d'ozone, on n'en a pas parlé, cette couche d'ozone qui arrête les rayonnements mauvais du Soleil. Et donc, vous allez permettre aussi le développement d'une vie terrestre plus évoluée, le développement d'une vie terrestre comme on la connaît pour le moment. Donc, l'apparition d'oxygène a eu un rôle fondamental sur l'émergence de la vie. Et donc, on est arrivé alors maintenant à un océan moderne qui est plus ou moins bien oxygéné, on va un petit peu parler de ça par la suite, et où le niveau d'oxygène qui fait en sorte qu'on a une chaîne alimentaire complexe. On a une chaîne alimentaire complexe, on a nos végétaux qui vont produire de la matière organique par la photosynthèse, comme on l'a vu. Cette matière organique est consommée par le plancton animal, les hétérotrophes, et puis par les petits poissons, les plus gros poissons, les mammifères, etc. La chaîne alimentaire riche que vous connaissez pour le moment. Il faut aussi savoir que le niveau d'oxygène dans l'océan, étant donné que l'oxygène est peu soluble dans l'eau, il est environ 150 fois plus faible que celui dans l'atmosphère. D'accord? Il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'océan que dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que les organismes qui vivent dans l'océan doivent être extrêmement efficaces pour pomper l'oxygène dissous. Et que si cet oxygène venait encore à diminuer, ce serait une contrainte énorme pour les organismes qui vivent dans l'océan. Alors, il reste deux questions. Avant-dernière question, qu'est-ce que l'eutrophisation des eaux? Vous allez voir, c'est lié avec les problèmes d'oxygène, parce que l'oxygène, pour le moment, on a des évidences qui montrent que l'oxygène diminue dans les océans. Alors, en lien avec ça, il faut parler de l'eutrophisation des eaux. Alors, je vous demande, qu'est-ce que l'eutrophisation des eaux? Est-ce que c'est une augmentation de la température de l'eau? Est-ce que c'est un enrichissement en matière organique, donc en algues, en matière à dégrader de l'eau, oui, ou est-ce que c'est un enrichissement des eaux en matière plastique? Allez-y. Eutrophisation des eaux. Ok, c'est bon? Allez, les derniers? Oui, en enrichissement des eaux en matière organique. Bravo, c'est exactement ça. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cause l'eutrophisation des eaux? Donc là, ce sont des exemples qui vous montrent l'eutrophisation des eaux. Donc vous voyez cette grande quantité d'algues qui ont proliféré. Alors pourquoi est-ce que ces algues ont proliféré? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'algues, il y a eu autant de photosynthèse, autant de génération de matière organique dans la zone côtière? C'est souvent le long des côtes que vous allez observer ce genre de phénomène. Parce qu'en fait, depuis le milieu du siècle dernier, on utilise de plus en plus d'engrais, donc des fertilisants pour l'agriculture, qui sont rejetés dans les rivières et qui arrivent dans la zone côtière de l'océan. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise de plus en plus d'engrais? Parce qu'il faut savoir que depuis environ 60 ans, on sait synthétiser de manière industrielle le nitrate, l'ammonium, etc. Tout ce qui est engrais, ce qu'on ne savait pas faire avant. Avant, la création de nitrate et d'ammonium devait dépendre de la capacité de certaines plantes à fixer l'azote atmosphérique et à le transformer en nitrate et en ammonium. On a découvert ce processus-là, on sait comment il faut faire, et maintenant on le fait de manière industrielle depuis les années 50. D'accord? C'est un processus qui a été découvert par Haber et Bosch et qui ont fait que la quantité de nitrate et de phosphate qui sont déchargés dans les rivières et qui arrivent après dans les océans a augmenté. Si vous avez plus de nitrate, de phosphate, vous allez avoir plus d'algues, plus de plancton. Et donc, c'est ce qui se passe. Dans certaines régions, vous avez tellement de nitrate, tellement de phosphate, que vous avez une accumulation d'algues énorme. Et donc,
est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un gros problème, parce que ces algues, fatalement, à un moment, il faut les dégrader, hein, c'est la chaîne alimentaire, et pour les dégrader, les organismes qui doivent effectuer ça ont besoin de beaucoup d'oxygène. Donc ils utilisent beaucoup d'oxygène, et donc l'oxygène diminue beaucoup, diminue à un tel point que certains organismes en meurent. Et donc vous avez dans certaines régions du globe, vous voyez apparaître des morts au niveau des poissons, au niveau des organismes qui vivent sur le fond à cause du manque d'oxygène. C'est ce qui s'appelle aussi l'hypoxie, le manque d'oxygène des organismes. Donc ça a un impact sur la biodiversité. Alors, est-ce que c'est un phénomène à grande échelle ou est-ce que c'est un phénomène local, cette eutrophisation des eaux et cette diminution d'oxygène? Eh bien, cette carte-ci, elle vous montre la distribution à l'échelle mondiale. Les points rouges vous montrent les endroits où on a observé des diminutions de l'oxygène en dessous d'un seuil critique qui va impacter les animaux qui vivent dans la zone côtière, sur le fond de la zone côtière. Ce sont ces zones-là, les zones en rouge. Ce sont aussi les zones où vous avez l'eutrophisation donc, des eaux. Donc vous voyez, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène qu'on espère va s'améliorer puisque maintenant on traite de plus en plus les eaux des rivières qui arrivent dans les océans. Mais dans les pays comme par exemple au niveau de l'Asie, le problème, on s'attend à ce que le problème continue encore dans les 50 prochaines années. Les prévisions montrent cela. Donc c'est un problème parce que comme je vous l'ai dit, il y a moins d'oxygène dans l'océan que dans l'atmosphère et par conséquent, si l'oxygène diminue encore, beaucoup d'organismes ne savent pas s'adapter. Ok, et donc la dernière question, en fait, ben finalement, celle-là, je n'ai pas la faire parce qu'on l'avait vu. Est-ce que le contenu dans les océans est plus petit, est plus grand ou est plus petit que dans l'atmosphère? Ben ça, je viens de vous le dire. Oui, le contenu dans les océans est environ 150 fois plus faible que celui de l'atmosphère, ce qui implique donc que les organismes doivent être extrêmement efficaces pour pomper l'oxygène. Donc voilà, en gros, je vais dire ce qu'on sait. Alors maintenant, que se passe-t-il à l'échelle internationale pour essayer justement de gérer tous ces problèmes? Ben, vous avez certainement entendu parler de la COP, la conférence des parties, qui a lieu chaque année. D'accord ? Cette COP a été mise en place suite à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. D'accord ? Donc les Nations Unies ont décidé que le changement climatique était un problème important. Et donc, ça veut dire que chaque année, tous les pays, ceux qui ont signé la Convention des Nations Unies, se réunissent et font l'état des mesures qui sont prêts à prendre pour diminuer justement la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, chaque année, il y a cette fameuse réunion qui a lieu dans différents pays, dans lesquels les pays font toute une série de promesses plus ou moins contraignantes. Et donc, qu'ont-ils promis? Ils ont dit qu'ils allaient essayer de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés. Donc pour le moment, l'atmosphère, on a parlé de l'océan, 0,8 degrés. L'atmosphère, c'est plus ou moins 1 degré de réchauffement. Et donc là, l'objectif serait de ne pas dépasser les 2 degrés et donc faire en sorte que les émissions de CO2 ne soient pas telles qu'on passe au-dessus des 2 degrés de réchauffement pour l'atmosphère. D'accord? Alors, c'est très ambitieux comme mesure, mais bon, c'est à la fois ambitieux et à la fois pas. Mais bon, voilà, c'est là. Il y a en tout cas une prise de conscience que c'est important. Voilà, donc, oui, alors vous savez aussi savoir, encore une chose, c'est qu'en lien avec ça, les scientifiques, quel est leur rôle? Parce que là, je vous parle d'accords politiques. Maintenant, les scientifiques, que font-ils? Les scientifiques, tous les 5-6 ans, ils éditent un rapport qu'on appelle le rapport du GIEC, d'accord? C'est le groupe d'experts du climat, si vous voulez, les scientifiques. Et dans ce rapport du GIEC, ils font l'état des connaissances, ce qu'on connaît sur le changement climatique, dans l'atmosphère, dans les océans, la biosphère, etc. Et donc, c'est énorme, ce sont des rapports énormes dans lesquels on synthétise toutes les connaissances dont on dispose. Et on associe à ce qu'on connaît, on associe un seuil de crédibilité. Donc les experts disent, ça on est sûr, ça on n'est pas sûr, ça on est plus ou moins sûr. Et ces rapports-là vont alors aux décideurs, et les décideurs décident ou pas d'agir en fonction de recommandations du monde scientifique. Donc les scientifiques doivent communiquer tant qu'ils peuvent avec les décideurs, c'est aussi notre rôle de scientifique. Alors, si vous voulez aller plus loin, voilà quelques exemples, quelques ouvrages de référence que j'ai notés, des exemples des ouvrages de vulgarisation. Voilà. Et